le coude avec Louis. Il y a Boris qui est pas loin derrière. Mais voilà, à part le problème de foil, je suis pas très handicapé. Voilà, j'ai toutes mes voiles, mes systèmes fonctionnent. Donc voilà, je croise les doigts pourvu que ça dure jusqu'à l'arrivée. Le 22 janvier, Charlie Dalin est en tête du Vendée Globe. Ça va être passionnant parce que ça va être une bonne régate avec les bateaux du groupe. J'espère que ça va être intéressant à suivre pour nous à terre. Tout le monde a l'air d'avoir son bateau opérationnel, donc c'est bien, ça va être sympa. On croise pas mal de cargos, de bateaux, etc. Le 22 janvier, Louis Burton est deuxième. I think Louis Burton did a fantastic option there in the north. Well done for him. Let's see the next days how it pans out. We do our best, I do my best, and it's a bit of destiny also, what comes out of this. I'm sure everyone in this top group does the same as good as they can, and then it will be very close, that's for sure. À 5 jours des premières arrivées, le Vendée Globe est dans l'attente du dénouement le plus imprévisible de son histoire. Jamais à ce stade de la course, un tel scénario ne s'était produit. 3 bateaux qui se tiennent en moins de 60 000, 6 en moins de 200 000, et un final qui s'annonce aussi palpitant qu'aléatoire. Sur ce 9e Vendée Globe, une succession d'événements en tout genre a formé le nœud de l'intrigue. Émotion, désillusion, mésaventure, rebondissement, tout y est. Et tout a commencé le 8 novembre 2020. « 33 bateaux amarrés au ponton, ça ne s'était jamais vu. Et un départ à huis clos, en raison du coronavirus et de la crise sanitaire, ça ne s'était jamais vu non plus. La 9e édition du Vendée Globe a déjà quelque chose d'inhabituel. Le 8 novembre au matin, dans cette ambiance un peu particulière, c'est donc en solitaire que chaque concurrent rejoint son bateau, l'émotion en bandoulière. C'est vraiment la boule au ventre, la limite un peu les larmes aux yeux. Donc, ouais, pas facile de parler. Ouais. C'est un moment très spécial, hein. C'est pas 40 fois dans sa vie qu'on se lève en se disant qu'on va réaliser ses rêves d'enfant. C'est la collision de pas mal de sentiments, c'est de la joie, de la tristesse, de l'impatience, de plein de choses. Ça porte pas de nom, c'est pour ça qu'on appelle ça un départ de Vendée Globe. Les promenades qui bordent le chenal sont désertes. Heureusement, à défaut de ferveur, il y a du monde au balcon et de l'enthousiasme aussi. Comme il était probablement écrit que rien ne se déroulerait normalement, une nappe de brume vient parfaire le tableau et retarder le départ. Un départ au moment duquel Louis Burton se fait déjà remarquer en coupant la ligne avant la fin du décompte. 4, 3, 2, 1, top! Bilan de son empressement, 5 heures de pénalité. Salués par la patrouille de France, les 27 hommes et les 6 femmes du Vendée Globe prennent le large. Le Vendée Globe, c'est parti! Maintenant, faut s'en rendre compte et commencer à bosser. Parce qu'il y a du boulot. C'est parti pour un tour du monde. C'est ce que je me suis dit ce matin en me levant. Bon bah gars, maintenant, t'as plus qu'à faire le tour du monde. Et on est parti pour 3 mois. 3 mois. Les premiers jours de course se résument à un enchaînement de dépressions et aux illusions perdues d'un grand favori, contraint de rebrousser chemin pour cause d'avaries multiples. Si on est capable de réparer, effectivement, oui, bien sûr,
on reprendra le départ. Jérémy Bayou repartira loin derrière la tête de course qu'occupe, après avoir bravé la tempête Theta, Alex Thompson, autre grand favori, et un étonnant Jean Le Cam. Tant qu'à faire, papy fait de la résistance, quoi. La surprise de ce début de Vendée Globe vient des bateaux à dérive classique qui font jeu égal avec les foilers. Premier à franchir l'équateur, Alex Thompson mène la danse dans l'Atlantique Sud avant de faire face une première fois à de gros soucis de structure et d'aller au tapis à cause d'un safran endommagé. For the best part of 20 years, this race has been my goal. Despite the setbacks of the last week, I still thought it was possible to win, or at the very least finish. And it's a very difficult pill to swallow. Du coup, Thomas Ruyant prend les devants, mais il est stoppé net dans son élan. J'ai mon foil bâbord qui est bien fissuré et je vais devoir le couper. Le 30 novembre 2020, Kevin Escoffier déclenche ses balises de détresse. Son bateau est en train de couler. Jean Le Cam et 3 autres concurrents se déroutent afin de lui porter secours. C'est finalement le skipper de Yes We Cam qui recueille le naufragé. Le bateau a planté dans la vague et là j'ai senti que quelque chose se passait pas comme d'habitude. Quand il est ressorti, le bateau était cassé en deux. Les bateaux mobilisés sur le sauvetage se verront logiquement attribuer des bonifications de temps. Et Kevin Escoffier sera transbordé quelques jours plus tard sur un bâtiment de la Marine nationale. Un peu plus de 3 semaines après le départ, Charlie Dalin est le premier à ouvrir la voie du Grand Sud. Il sera l'homme de l'océan Indien. De mon côté, je navigue, ça y est, dans l'océan Indien. Voilà, et voilà ce que ça donne à l'extérieur. C'est quand même pas mal. D'un cap à l'autre, de Bonne-Espérance à Lewin, Charlie Dalin fait la course en tête jusqu'à ce qu'il soit rattrapé par un problème de foil et par Yannick Bestaven. Quel bonheur d'attaquer le Pacifique après 41 jours de course. On est en tête du Vendée Globe. Donc ça c'est une belle surprise. C'était pas le bateau dernier cri, mais en attendant j'ai un bateau en très bon état pour la suite. Derrière le trio Bestaven, Ruyant, Dalin, les poursuivants font une excellente démonstration de la régate planétaire au contact. Damien Séguin, Apicil, Huron Vallée, Louis Burton, Water Family, Benjamin Dufault, Jean Le Cam. C'est complètement fou ça. Tout va bien, ça remonte le moral, malgré les avaries. Les avaries volent en escadrille chez Louis Burton, tout proche de l'abandon. Mais un séjour aux abords de l'île Macquarie va lui permettre de se ressourcer. C'est l'angoisse d'être aussi haut tout seul. C'est le bout du monde. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la GV et on va allumer pour rentrer au sable. Tout de suite. Louis Burton repart le couteau entre les dents et se lance dans une incroyable course-poursuite. Comme l'a débuté avant lui Isabelle Joschke, partie prudemment et qui lâche les chevaux depuis l'Atlantique Sud. Et le bilan des 50 premiers jours, c'est que je suis super contente et super fière de ma course. Et je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Isabelle Joschke atteindra le top 5 avant que les ennuis s'accumulent et qu'elle cède le leadership des femmes à Clarisse Kremer. Voilà, j'apprends là, c'est apprentissage en temps réel, je la joue hyper safe, mais j'ai vraiment pas envie de casser mon bateau. Je vous souhaite une très belle année 2021. Voilà. En 2020, Yannick Bestaven devenait leader à l'entrée du Pacifique. Et en 2021, à la sortie, qu'en est-il ? Yes! 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 En tête du Vendée Globe! Wouhou! Le Cap-Horn! À l'exception de Clément Giraud et quelques autres, ils sont peu nombreux à avoir approché le Cap Horn sur cette édition. Damien Seguin, lui, ne l'a pas vu. N'empêche, c'était un grand moment. Eh ben nous y voilà les amis! Mon premier Cap Horn! Un truc de fou quoi! Premier Cap Horn, 4e du Vendée Globe! Voilà! J'ai rien fait, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tout à l'heure en y repensant et... Il y a eu tellement d'efforts pour en arriver là! Né sans main gauche, Damien est l'auteur pour sa première participation d'une course remarquable en tout point, avec son bateau à dérive classique. Au début de la remontée de l'Atlantique, Yannick Bestaven s'échappe.
Il compte jusqu'à 440 000 d'avance sur ceux qui le pourchassent. Mais une option trop à l'ouest et des voiles d'avant qui lui font défaut dans le petit temps remettent les compteurs à zéro. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur parce que tout le monde est revenu, quoi. Voilà. Ça a été une remontée le long de l'Amérique du Sud, pleine de rebondissements, plutôt en ma faveur d'ailleurs. Donc voilà, je regarderai un bon souvenir, pourvu que ça dure. Maintenant en ligne de mire, c'est l'Équateur. Le long du Brésil, Charlie Dalin a réendossé le maillot jaune. Il est suivi comme son ombre par un revenant, reparti de l'île Macquarie avec un retard de 940 000 sur la tête de course. Charlie Dalin. Il est rapide. Alors je vous laisse, on va les régler. La remontée fantastique, autant qu'improbable de Louis Burton, tient de l'exploit. Sur sa lancée, il en remet une couche au passage retour de l'Équateur, qu'il franchit en premier. À la sortie d'un poteau noir plus compliqué qu'espéré, il apparaît clairement que tout va se jouer dans l'hémisphère nord. La faiblesse des écarts, l'état de fatigue des hommes et des bateaux et les bonifications en temps dont certains concurrents peuvent bénéficier promettent un sprint endiablé pour une conclusion inédite. C'est la poursuite infernale. Allez, on va les rattraper. Non, on va rien lâcher, rien lâcher, rien lâcher. Ça c'est sûr. À fond, avant de mettre un coq. Ça fait tellement longtemps que je suis en mer que j'ai oublié que la vie à terre existait vraiment. Hein. Et voilà, ma norme, c'est être sur Apivia, c'est être sur mon bateau, et j'arrive pas du tout, mais du tout à me dire que l'arrivée est imminente. Voilà, je suis vraiment extrêmement concentré sur les heures qui viennent là, sur tous les obstacles qui me restent à franchir, et voilà, c'est un peu mon état d'esprit du moment. Le 26 janvier, après 79 jours de course, Charlie Dalin est toujours en tête du Vendée Globe. I'm a bit excited, to be honest. Well. It's so strange now. We're committed to this side to go here, and the other guys go there in the north. And so hard to predict. Le 26 janvier, c'est désormais Boris Herrmann qui occupe la deuxième place. Mais, pour avoir été mobilisé sur le sauvetage de Kevin Escoffier, le skipper allemand a obtenu 6 heures de compensation. Le 26 janvier toujours, Louis Burton a glissé en 3e position. À un peu plus de 24 heures de l'arrivée, il faisait cap au nord comme 2 autres concurrents, Thomas Ruyant et Yannick Bestaven, vers lesquels tous les regards sont tournés. Car les 10 h 15 qu'il a récupérés suite à l'épisode Escoffier pourraient encore changer la donne. Je suis en train de tout donner pour arriver le plus vite possible, bien sûr, mais facile avec les compensations de temps, d'être sur le podium. Peut-être même jouer la victoire, donc c'est un fond. Bon, quelle aventure le Vendée Globe. Quelle aventure. Et on y croit jusqu'au bout. Les tenants de l'option Nord ont fait le choix d'une trajectoire qui va leur permettre de naviguer dans plus de vent et de finir en route quasi directe, pendant que Charlie Dalin et Boris Herrmann devront multiplier les empannages avant de se recaler en direction de l'arrivée. Au large de l'archipel des Canaries, Clarisse Kremer observe la situation. Et ça la met dans tous ses états. Depuis ce matin, là, dès que je regarde la carte, je regarde les premiers, j'arrête pas de me mettre à pleurer. Je sais plus, je trouve ça incroyable de me dire qu'ils sont en train d'arriver. Ça m'émeut beaucoup. C'est incroyable, c'est formidable. Ils sont trop forts, ils sont vraiment beaucoup trop forts. J'espère qu'ils seront quand même tous le sourire à l'arrivée. Le 27 janvier, les Sables d'Olonne et toute la planète voile ne savent donc pas vraiment à quelle arrivée s'attendre, ou plutôt à quel vainqueur s'attendre. Entre celui qui sera le premier à couper la ligne, mais qui ne sera peut-être pas le vainqueur, et les poursuivants, parmi lesquels se trouve peut-être le vainqueur, il faut bien admettre qu'il y a de quoi se perdre en conjecture.
Le 27 janvier, à 20h35, dans le noir profond de la nuit et dans une houle bien formée, Charlie Dalin est le premier à franchir la ligne d'arrivée du 9e Vendée Globe. Temps de course, 80 jours, 6 heures et 15 minutes. Heureux d'avoir franchi la ligne en tête de ce Vendée Globe 2020-2021. La course a été belle, il y a eu voilà, une super bataille avec Thomas, avec Louis à la fin, avec Yannick. Voilà, c'est vraiment une course magique, quoi. C'est sûr que elle m'a changé. Je sais pas de quelle manière encore, mais voilà, je pense qu'elle m'a. C'est tellement d'émotions, c'est des émotions incroyables, quoi. Des émotions d'une force que j'avais jamais ressentie, quoi, avant, quoi. Et c'est sûr qu'elle va avoir un impact sur moi, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de réfléchir, de penser. Je sais pas encore de quelle manière, mais voilà, c'est tellement fort comme ce qu'on vit que c'est forcément impactant. Et le Vendée Globe, ça se passe pas comme ça. Mais voilà, la montre me poursuit et voilà, le chrono est lancé jusqu'à ce que Yannick et Boris arrivent. Le 27 janvier, à 20h50, soit 15 minutes après l'arrivée de Charlie Dalin, la douloureuse incertitude du sport allait s'inviter dans cette nuit de folie. About half an hour ago, I hit a fishing vessel, a huge fish trawler. I was sleeping and I woke up and I was here in the cockpit looking up a huge wall, but that was a real shock moment. The foil is damaged, but not the foil case. The bowsprit is broken off. The bow pulpit is ripped, but still hanging on. Climbing on the outrigger, inspect, so the shroud, the upper shroud on starboard is broken off, is ripped off. So I'm really gutted, and I'm sorry for everyone who supports us that this happened. Boris Herrmann sous le choc et ses rêves de possibles victoires en temps compensé qui volent en éclats. Le 28 janvier, il est 0h45. 4h09 derrière Charlie Dalin, Louis Burton est le deuxième concurrent à en finir de son Vendée Globe. Là, ça a une saveur particulière parce que c'est couper la ligne en deuxième position et c'est un truc de dingue dans l'absolu. Et voilà, et avec la course que j'ai eu à vivre en plus, ça a une saveur absolument dingue pour moi. Il y a un truc qui m'a toujours accroché au moment où j'allais abandonner, c'était de penser à mes deux petits loups qui sont tout jeunes et qui avaient absolument pas envie que j'abandonne parce que je pense qu'ils avaient peur que ce soit la honte à l'école, tu vois. Et en fait, je pense que c'est pour eux. Et puis après, c'est pour Servan, pour mon équipe, pour mon père là-haut, voilà. Mais c'est pour les autres en tout cas. C'est pour les autres, pour terminer pour les autres. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir cette énergie-là à chaque fois. Le 28 janvier toujours, à 4h19, Yannick Bestaven coupe la ligne d'arrivée en 3e position. Mais, faut-il le rappeler, Yannick Bestaven bénéficie d'une bonification de 10h15 pour son implication dans le sauvetage de Kevin Escoffier. Son temps de course compensé est donc ramené à 80 jours, 3h44. Pour 2h31, le plus petit écart de l'épreuve entre un vainqueur et son dauphin, Yannick Bestaven remporte le 9e Vendée Globe. J'ai l'impression de vivre un rêve, d'halluciner quoi. Ah, ça fait bizarre, hein, on passe de la solitude totale à ça quoi. À cette fête, ces lumières, ces gens qui sont là malgré le contexte compliqué. Ouais, c'est un bonheur, je réalise pas encore ce qui se passe, je suis encore toujours dans ma course alors que c'est terminé, mais ouais, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Le Vendée Globe c'est dur, on croit avoir pensé à tout imaginer et on doit aller chercher
des ressources bien profondes en soi. Ce qui est dur, c'est le stress avec ces bateaux qui sont violents, qui sont stressants, bruyants. Vivre en permanence sur le qui-vive, à l'écoute du bateau, dans des conditions difficiles. L'humidité, le froid, la solitude parfois aussi. Il y a plein de choses qui sont difficiles dans le Vendée Globe. Yannick Bestaven, 48 ans, est le vainqueur le plus âgé de l'histoire à remonter le chenal des Sables d'Olonne. Comme au départ, malgré les apparences et l'ambiance, le public est absent, mais l'émotion, elle, est bien présente. Avec Charlie Dalin, le vainqueur du 9e Vendée Globe est l'un des 2 concurrents à être resté le plus longtemps en tête de l'épreuve, 26 jours, soit 32% du temps de ce tour du monde, sur lequel il revenait 12 ans après une première tentative qui avait tourné court. Sa victoire est celle d'un outsider de grand talent qui a montré qu'avec de la maturité, de l'opiniâtreté et aussi un projet structuré autour des bonnes priorités, tout était possible. Le podium de ce Vendée Globe atypique est donc constitué par un vainqueur arrivé 3e, un deuxième arrivé 1er et un 3e arrivé 2e. Atypique, ce Vendée Globe le restera aussi pour avoir vu 10 concurrents rejoindre les Sables d'Olonne en un peu plus de 48 heures. 8e, au passage de la ligne, Jean Le Cam termine 4e, grâce aux 16h15 qu'il récupère pour son sauvetage héroïque de Kevin Escoffier. Nous apprendrons également un peu plus tard que la coque de Yes We Cam a commencé à se délaminer au beau milieu de l'océan Indien. La dureté de ce Vendée Globe, pour moi, elle était incroyable. C'était exceptionnellement difficile. Juste très dur. Très dur, surtout. Bon, pour ma part, hein, je ne parle pas en général. On a traversé beaucoup de périodes et de situations très difficiles. Un peu plus tôt, dans la même journée que Jean Le Cam, Boris Herrmann est parvenu à ramener son bateau à bon port et à terminer, lui aussi par le jeu des bonifications, dans le top 5. J'ai fait une petite bêtise cette nuit, un petit malheur, mais quand même, ça me permet d'arriver. Donc le Vendée Globe, ça t'apprend vraiment chaque jour d'apprécier. Quand tu es encore dans la course, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de moments où c'est juste. 4e sur la ligne, Thomas Ruyant a glissé à la 6e place. Il est l'autre grand perdant du classement, après avoir passé les 2 tiers du parcours dans le trio de tête. Mais peu importe le résultat, Thomas a des raisons d'être satisfait et de s'émouvoir. Il y a 3 ans, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de partenaire, il n'y avait pas d'équipe. Et là, on a tout ça, ça va continuer. Et je viens de boucler mon premier tour du monde. Et c'est une très grosse fierté. Derrière Thomas Ruyant, Damien Seguin peut aussi être fier de son premier tour du monde, car il a fait très forte impression. Déguisé en capitaine Crochet lors de la remontée du chenal, le double champion paralympique ajoute une ligne à un palmarès déjà exceptionnel. Voilà, 80 jours plus tard, j'ai coché toutes les cases, donc c'est génial. Ah ouais, j'ai du mal à réaliser encore, forcément, c'est compliqué, hein, mais voilà, le sentiment d'avoir fait les choses dans le bon sens est plutôt bien. Giancarlo Pedote, lui, a fait la démonstration de ses grandes qualités de compétiteur. Il signe au passage la meilleure performance d'un skipper italien sur le Vendée Globe. Mon objectif, c'était de terminer le Tour du Monde. Je les voulais terminer à tous les coups. Et donc là, de l'avoir accompli, c'est bien. Et puis, il y a Benjamin Dutreux, le régional de l'étape, vendéen d'adoption, qui ne s'attendait pas à recevoir un pareil accueil. Pour vivre une arrivée comme ça, forcément, on signe. Oui, un Vendée Globe, c'est une course très difficile, il y a des moments très durs, mais il y a tellement de moments extraordinaires derrière, de petites choses qu'on savoure, d'être en pleine nature des fois, mais aussi voilà, de recevoir un accueil comme celui-ci, c'est juste incroyable, quoi. Poursuivi par une grosse dépression hivernale, Maxime Sorel s'est dépêché d'arriver aux Sables d'Olonne. Il vient compléter le top 10 de ce 9e Vendée Globe. Je me rends pas encore compte que j'ai fait un tour du monde, mais je sais qu'un Vendée Globe, c'est juste démentiel. En tout cas, moi, dans 4 ans, c'est sûr, je suis là, quoi. Maintenant, c'est sûr. C'était sûr avant, mais encore plus sûr.
10 concurrents de retour au port et 15 qui sont toujours en course, dont les arrivées vont s'étaler entre début février et début mars. Autre fait marquant de ce Vendée Globe pas comme les autres, sauf avarie majeure, 25 bateaux sur 33 au départ devraient être classés, soit le taux d'abandon le plus faible de l'histoire de l'épreuve.